Bonjour, bienvenue sur le podcast Passion d'artistes et d'artisans, je suis Maëlys Denis. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Camille Lejeune, qui est comédienne et metteuse en scène. Nous avons discuté longuement, et donc l'épisode va se diviser en 3 parties, qui seront diffusées en 3 épisodes séparés. Vous êtes donc en train d'écouter la partie numéro 1. Dans la partie numéro 2, elle nous parlera plus précisément de la création de spectacles qui se sont déroulés sur toute l'année passée. Et dans la partie numéro 3, elle entrera en détail sur sa formation et ce que ça lui a apporté. Mais pour le moment, nous sommes dans la partie 1. Dans cet épisode, elle nous décrit la naissance de sa vocation de comédienne et son goût pour cette adrénaline particulière liée au théâtre. Comment cette adrénaline lui a permis de repousser ses limites et d'entrer dans la professionnalisation de son métier. La belle suite de concours de circonstances qui lui ont permis de retourner dans le territoire dont elle est originaire. Elle nous explique également comment elle s'est servie de son histoire familiale et territoriale pour construire son premier spectacle, Héritage, et comment elle a fait le lien entre son arrière-grand-mère et la figure culturelle locale, François-Marie Luzel. Comment elle aborde le fait de jouer dans des lieux complètement différents et le sens supplémentaire ou décalé que cela peut apporter à sa pièce. Je lui ai demandé comment le public recevait les expressions bretonnes et l'accent trégorrois. Et ensuite, elle m'a parlé d'autres personnages qu'elle a créés, comme celui de Séraphine, et comment faire en sorte qu'il soit drôle, mais surtout juste. Je vous souhaite une très belle écoute, et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Camille. Bonjour Maëlys. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bien. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as voulu devenir comédienne ? Je pense que c'était quand j'étais au lycée, quand j'étais ado, ou peut-être même que c'était avant. Mais j'étais en compagnie de théâtre amateur. J'avais un tout petit rôle, c'était dans le festival Shakespeare en Trégor qui tourne encore chaque été ici. Et j'avais vraiment un tout petit rôle, je devais dire 2 mots je pense dans le spectacle en tout. Et c'est juste l'univers, en fait, l'ambiance de se préparer avant, d'être dans une troupe, de se maquiller, de s'habiller, parce qu'en plus là c'est vraiment les costumes d'époque et tout. D'avoir cette adrénaline très forte avant de monter sur scène, même si t'as un rôle minuscule. N'empêche, c'était énorme pour moi, j'avais 13 ou 14 ans. Et en fait, cette pièce, se faire embarquer dans un autre monde pendant... C'est long en plus, les pièces de Shakespeare, mais bon voilà. Ça peut durer 3 heures. Mais pendant plus ou moins longtemps en tout cas. C'est une parenthèse en fait dans le temps où tout d'un coup on est un autre personnage, on a une autre vie. Et ouais, je pense que ça a été assez déclencheur parce que au début, quand j'étais toute petite, je regardais les films et j'aimais beaucoup. Je regardais en boucle le film Le Grand Chemin avec Anémone, que j'aimais mais hyper fort et que je trouvais très très beau. J'avais du mal à comprendre, c'était dans les années 90, j'étais petite, mais je me rappelle d'avoir du mal à comprendre que le film se passait où en gros, le petit garçon dans le film avait le même âge que mon papa. Enfin bref, je ne comprenais plus rien. Et je trouvais ça assez magique. Et bref, je sais que ça a commencé très tôt, d'être attirée par les fictions. Et je pense que vraiment, c'est quand j'ai commencé à faire du théâtre en amateur où là, je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter, quoi. Et du coup, tu parles d'adrénaline, c'est quoi en fait ? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est le rapport au public et d'autres qui disent qu'ils ont envie de vomir mais après ils sont super contents. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre. Moi généralement avant de monter sur scène, surtout quand c'est des premières ou quand c'est encore un tâtonnement, à chaque fois je me dis mais pourquoi je suis là, mais pourquoi ? Et c'est vraiment ce pourquoi il est souvent là. Me dire mais c'est pas possible, je pouvais pas faire autre chose. Mais c'est ça, c'est cette adrénaline, ça fait très très mal au ventre. C'est pas agréable, c'est pas ça que je recherche dans ce métier du tout. Mais je sais pas, je pense que c'est comme un peu les personnes qui font du sport extrême, où à mon avis on est un peu sur la même sur la même chose qui est provoquée à l'intérieur. Après, c'est pas forcément cette adrénaline qui fait que j'ai envie de faire ce métier, mais je pense que ça joue, ouais.
Et est-ce que comme dans le sport extrême, ça te donne envie de toujours repousser tes limites ou pas? Sûrement, mais là pour le coup je sais pas si je peux me comparer à quelqu'un qui fait du sport extrême parce que c'est pas pareil. Mais mes limites, ouais, en fait oui c'est sûr. Quand je regarde en tout cas mon évolution, il y a, au début j'avais ma zone de confort que je connaissais et qui ne m'empêchait pas d'avoir cette adrénaline malgré tout parce que c'est très impressionnant. Mais j'avais défini ma zone de confort et j'avais des rituels, des choses que j'avais besoin de mettre en place avant de monter sur scène, que j'apprends à me connaître aussi au fur et à mesure que je grandis et du coup que j'évolue là-dedans. Et en fait c'est vrai qu'au fur et à mesure que je grandis justement et que je me professionnalise, ces zones de confort elles sont pas toujours présentes. Et ça me met bien en difficulté, justement, d'une fois sur l'autre. Et ça pousse mes limites. En fait, il y a plein de fois où je suis vraiment pas confortable dans les nouvelles créations, par manque de temps, parce que c'est quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de faire. On me demande des choses qui sont pas forcément dans ce que j'ai pu apprendre dans ma formation, quoi, et hop, qui m'oblige à m'inventer ou à me mettre en danger. En danger, on s'entend, je vais pas mourir, mais en danger, voilà, avec la vulnérabilité que j'ai, qu'on a tous. Et ouais, dans ce sens, peut-être que je pousse mes limites un petit peu tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu fais des seuls en scène, en général. Et j'en ai 2 en T'en as cours. 2. T'as Héritage et Séraphine. C'est ça. Et sinon, non, je suis pas trop seule en scène. La dernière création du printemps, je suis avec une musicienne on n'a pas encore terminé de vraiment travailler le spectacle en question, mais l'idée c'est que justement ce soit pas un seul en scène. Et Héritage, c'est le premier spectacle que j'ai créé en sortant d'école. Et en gros, j'avais répondu à un appel à projet des ateliers Médicis à Paris qui font un truc qui s'appelle Création en cours. Et c'est génial pour les jeunes artistes qui sortent des écoles, où en fait ils proposent de financer un projet de création, donc dans tous les domaines confondus, le théâtre, la danse, l'art plastique, etc. Et en fait, c'est quelque chose entre la création et la transmission. Et donc, moi, j'avais du temps payé, rémunéré pour travailler sur ma création. Et en même temps, je travaillais avec des enfants d'une école rurale. Et en fait, l'idée, c'est de mettre un artiste par département dans une école rurale très éloignée des accès à la culture, on va dire, ou de l'art en général. C'était une école rurale en Bretagne ? Là, du coup, c'était en Bretagne, ouais. C'était à Saint-Pévert, à côté de Bourbriac, donc pas très loin de Guingamp. Et en fait, je venais de rentrer de Lausanne, je venais de terminer ma formation à Lausanne. J'ai répondu à cet appel à projet. J'ai mis en premier département que je visais les Côtes d'Armor, les départements bretons, parce que le projet Héritage était très ancré en Bretagne et ça me paraissait logique en fait de viser ces départements-là. Sauf qu'à l'époque, en quittant Lausanne, je m'imaginais pas du tout rentrer dans le Trégor, dans les Côtes d'Armor, parce que je me disais que j'allais pas du tout réussir à être comédienne ici. Et donc j'étais déjà en train de préparer mes valises, mon installation pour aller à Nantes. Et en gros, je me suis installée à Nantes et une semaine plus tard, j'ai su que mon dossier, que ma candidature était retenue et que j'allais être en résidence à Saint-Pévert. Et je me suis dit, c'est trop bête. Trop bête et c'était trop bien Oui, c'était trop bien, c'était trop bien. Ah ouais, non, c'était fou parce que cet appel à projet, comme la plupart du temps, j'imagine, je l'ai rendu à minuit à la date limite, quoi. Parce que il était en ligne depuis 1 mois, mais moi j'étais en tournée avec la création de sortie de mon école. Et en gros, j'ai fini cette tournée tout début juillet 2018, genre le 4 ou 5 juillet. Et le 16, il fallait rendre cet appel à projet, donc j'ai eu 15 jours pour me mettre à fond dessus. Et du coup, j'y croyais sans y croire, en me disant, c'est le premier appel à projet auquel je réponds. Je l'aurais peut-être pas cette fois-ci, mais tant pis. Et en fait, voilà. C'est pour ça que je m'y attendais pas et que j'ai pas fait mes valises pour... Mais Héritage, ça parle vachement de tes aïeuls, etc. Ouais. Du coup, il y a quand même un investissement personnel fort. Et du coup, ça veut dire que ça, tu as mis cet investissement personnel aussi à travailler avec les élèves là-dessus ? Oui et non.
Non, plutôt. Parce qu'en fait, dans Héritage, il y a cette dimension très familiale, enfin très biographique en fait, qui parle de mon arrière-arrière-grand-mère, mais à travers son histoire, je parle de ma grand-mère aussi, de mon arrière-grand-père, et voilà, de la famille. Et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé avec les enfants. Je leur ai ouvert les portes à une résidence que j'avais faite à Penvénan pour qu'ils puissent voir ce que c'est aussi de travailler dans une structure artistique et culturelle, et pour qu'ils voient en fait un prémisse de création. Donc ils avaient dû voir les 30 premières minutes, quelque chose comme ça, et donc ils étaient plongés dans l'histoire de ma famille. Mais pour travailler avec eux, j'avais vraiment plutôt travaillé sur le volet transmission orale et conte, parce que dans la façon de raconter dans Héritage, en tout cas le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, je commence par « Il était une fois » et je me plonge un peu comme si l'histoire de cette aïeule était fictive, enfin en tout cas comme si elle faisait partie d'un conte. Et pour travailler sur cette écriture, je m'étais beaucoup immergée dans l'univers des contes de Luzel, qui donc est très dans le même territoire que elle, où elle a grandi, ici. Et donc c'est plus ça qui m'a attirée pour travailler avec les enfants. Oui, donc quand on dit ici, en fait, là, on est à Ploirette. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait l'enregistrement à Ploirette et ton histoire, elle se passe au Vieux Marché, donc la commune à côté. Vieux Marché et à Ploirette, ouais. Ouais, entre les deux. Et ça te fait un point commun avec une autre comédienne super connue, en fait. Tu sais pas qui c'est? Elle est brune, elle a les yeux clairs, comme toi. Et ses aïeuls sont du Vieux Marché. C'est Eva Green. Non. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ah, faudrait que je la rencontre un jour. Ah non, je savais pas du tout. Mais je crois pas qu'elle ait fait d'histoire sur ses grands-parents. Peut-être qu'ils étaient pas mendiants, c'est pour ça. Je sais pas. Et c'est marrant parce que tu vois, je m'étais noté pourquoi tu as décidé de raconter ce genre d'histoire, et je pensais que en fait c'était pour vouloir revenir sur le territoire, et en fait c'est plutôt l'enchaînement des choses qu'on fait que c'est un heureux hasard, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que en fait cette histoire donc elle s'appelle Maryvonne, mon arrière-arrière-grand-mère, et donc l'histoire de Maryvonne, j'avais en tête de la raconter depuis 2014. Je suis sortie de mon école en 2018, donc en gros en 2014 j'étais même pas encore rentrée dans mon école. Et j'avais commencé à écrire comme une pièce de théâtre avec plusieurs personnages et tout, parce qu'à l'époque j'étais en conservatoire à Paris avec une petite troupe de copains, où on était tous dans la même promo et on s'entendait super bien. Et donc je les imaginais très bien jouer en fait dans ce spectacle, et puis moi jouer avec eux ou être plus à distance, je savais pas trop. Et donc j'ai commencé cette écriture, puis j'ai été prise à Lausanne. Là c'était très intense. J'ai mis de côté l'écriture le temps de ma formation parce que il y avait rien qui revenait dans mon inspiration. En fait, 2014, quand j'ai eu envie d'écrire ce spectacle, c'est au décès de ma grand-mère qui m'a transmis cette histoire. Et je pense que c'est pas, c'est complètement lié. J'ai eu envie, moi, d'écrire quelque chose sur ma grand-mère que j'ai tellement connue et puis tellement aimée. Et en fait, en commençant à réfléchir à comment raconter, comment parler de ma grand-mère, faire un spectacle sur elle, je me suis dit qu'il fallait que je remonte à son origine quelque part. Et le plus loin que je pouvais remonter, c'était cette femme, Maryvonne, qui était donc la grand-mère de ma grand-mère et qui était mendiante à Ploirette. Et puis en fait, en creusant un petit peu dans les souvenirs de ce qu'elle m'avait raconté, puis après je pouvais aussi en parler à ma mère qui l'a connue, donc c'était plus facile. Et c'était, très vite, je me suis dit que sa vie était incroyable, une mendiante qui a qui réussit à vivre déjà plus de 90 ans et qui vit à la rue, qui est abusée par plusieurs hommes, qui a plusieurs enfants de cette façon-là, et où c'est normal entre guillemets, ou en tout cas c'est banalisé, et avec du recul de jeune femme, en fait je me suis dit mais c'est pas possible de pas en parler. Donc il fallait que je trouve une façon d'en parler. Et en fait, à la fin de ma formation à Lausanne, il y a plusieurs choses qui se sont croisées. Une copine
m'a offert un livre qui s'appelle Las Nanas Infantiles de Federico García Lorca. Et dedans, c'est donc les berceuses. Et dedans, dans ces berceuses, il raconte comment une mélodie peut être toute douce et le contenu peut être hyper rugueux, hyper dur. Et donc j'avais ce livre entre les mains. En même temps, donc à Lausanne, on avait différents cours et différents intervenants sur des périodes plus ou moins longues. Et on a eu André Markovitch, le traducteur, qui est venu pendant mes 3 ans à sur des petits temps, sur 2 semaines à chaque fois. Et la dernière année, il est venu avec Françoise Morvan, sa compagne. Et c'est en discutant avec elle où je me suis rendu compte, où elle m'a appris qu'elle avait fait une thèse sur l'Uzel. Et où en fait on a discuté, et puis en fait elle m'a dit, les contes que l'Uzel a collectés, beaucoup venaient des mendiants, et donc des mendiants de Pleurettes, de Vieux-Marché, etc. Donc tout d'un coup c'était piou, mais peut-être que mon arrière-grand-mère a raconté des contes qui ont été collectés par l'Uzel. C'est pas possible parce qu'au niveau des dates, elle a été mendiante l'année du décès de l'Uzel. Donc bon, ils se sont croisés, mais voilà. Mais n'empêche qu'il y a ce truc de la transmission orale. Ouais, de la transmission orale et du conte qui était un peu dans les tuyaux, on va dire, où je faisais la balance avec aussi ces nanas infantiles que j'avais dans l'autre main, en me disant, c'est vrai que les contes aussi, des fois, ils sont beaux, c'est joli, il y a des princesses, il y a tout ça. Et en fait, le contenu derrière, il est trash. Ouais, tu vois, c'est vrai. Et il y a un ogre qui bouffe ses enfants. C'est ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu... Il y a un parallèle qui est assez facile à faire entre ces berceuses et ces contes. Et puis, troisième coup de massue, on va dire, je ne sais pas qui c'est qui m'a apporté cet élément-là, mais je ne me rappelle plus. Quelqu'un m'a parlé de la psychogénéalogie, où j'étais pas du tout... je ne connaissais pas. En me disant, mais si, c'est l'héritage psychologique qu'on hérite en fait de nos aïeux, les blessures, etc., les traumatismes qu'ils ont pu porter, eux, dans leur vie, ça se transmet dans les gènes, etc. Et donc, je me suis procuré cet énorme bouquin, Aïe mes aïeux. Et puis voilà, j'avais ces trois trucs d'univers différents. Et à partir de là, je me suis dit, le spectacle, en fait, ce sera peut-être pas avec plein de comédiens, plein de personnages, ce sera peut-être juste un bébé, et puis sa maman, et puis en fait, un héritage qui se transmet au moment de la naissance. Et cet héritage en question, c'est Marivonne. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le projet du spectacle héritage. Et pourquoi je suis seule en scène ? Et parce qu'aussi, c'est vachement plus pratique au niveau de plein de choses, des agendas, des subventions, de comment on se paye sur un spectacle. Quand on est tout seul, en fait, forcément, ça coûte moins cher. Pour se faire un cachet, c'est plus facile que quand on est déjà 2 ou 3. Et c'est malheureux parce que je préfère largement être avec des copains et des copines que d'être toute seule. Mais ce qui est réconfortant, c'est que quand je joue héritage, après, il y a les gens à la sortie qui viennent parler et qui viennent raconter plein de choses, et ça, c'est chouette. Et quand tu joues dans des endroits qui peuvent être atypiques aussi. Moi, je t'ai vu jouer... dans un café, mais bon, c'est un café d'extérieur, donc tu arrivais depuis une prairie. Ah oui. Je pense que tu as joué dans des EHPAD aussi, des choses comme ça. Ouais, j'ai joué. Alors, j'ai pas joué. Ah si, t'as raison. J'ai joué dans un EHPAD à Lannion. Sinon, j'avais joué dans la salle des fêtes qui est juste ici, pour 10 EHPAD différents. Bon, il n'y avait pas tous les résidents de tous les EHPAD en question, mais ils étaient venus à par minibus. Et il y avait environ 120 résidents, je crois, d'EHPAD différents des Côtes d'Armor qui ont assisté à... c'était au tout début de Héritage, c'était en 2019. Ça devait être la 2e ou 3e fois que je le jouais. Et ensuite, c'était pour la reprise après le Covid, où là, il y avait eu une aide de la part de l'Agnon Trégor Communauté pour que pour un peu un soutien aux artistes dans cette période qui était pas évidente, qui était un peu sur les sables mouvants. Et en même temps, d'essayer de sortir de l'isolement les personnes âgées qui étaient dans les EHPAD. Et donc, j'étais allée jouer dans un EHPAD ce spectacle. Et sinon, oui, effectivement, c'est des lieux assez atypiques. Ça peut être chez l'habitant, dans un salon, par exemple, s'il y a assez de place pour mettre plus de... je sais pas combien de personnes. Mais bon, voilà, généralement, un minimum de 20 personnes ou 30, quoi. Et sinon, dans des chapelles aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois. Là, je suis assez gênée, c'est par rapport à tous les signes de la religion qui nous entourent. Donc la dernière fois que j'ai joué en chapelle,
j'ai réussi à me décaler. Et donc, en décor, j'avais pas Jésus et Marie et tout ça. J'avais juste un bénitier à la rigueur. C'est marrant que ça te gêne, parce que bon, après, par exemple, là on est l'été, il y a l'art dans les chapelles qui a eu en ce moment, et c'est quelque chose culturellement, en tout cas dans le Trégor ou dans la région Bretagne, c'est les chapelles et les églises, elles sont beaucoup utilisées pour faire des concerts, pour faire des expos d'art, sculptures de différents styles. Mais le truc, c'est que dans un spectacle, dans tous les spectacles, on raconte un truc. Et là, en l'occurrence, si tu veux, les premières phrases que je dis au bébé, c'est j'espère que ça te fait plaisir d'être ici. Et en fait, ça me posait vraiment question de me dire que j'allais dire ça à mon bébé qui vient de naître, alors on a Jésus. Et après, c'est vrai qu'il y a autre chose aussi, c'est par rapport à cette histoire précisément, peut-être que sur un autre spectacle, je serais moins gênée, mais c'est que dans cette histoire familiale, comme Marie-Yvonne était mendiante et qu'elle a eu des enfants sans être mariée, et c'était mal vu du point de vue de la religion. C'était pas acceptable, on va dire. Et ses enfants, donc elle a eu 4 garçons et une fille. Et sa fille, en fait, quand elle était... Ça, je le dis pas dans le spectacle. Mais sa fille, quand elle avait un truc comme 15 ans, elle est partie au bal avec son frère, avec mon arrière-grand-père d'ailleurs. Et en fait, un jeune homme a voulu abuser d'elle aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait ce truc de... Comme elle n'a pas de père, comme c'est des bâtards, si tu veux, en fait... Personne ne les protégera. Voilà, et puis on peut faire un peu ce qu'on veut, si tu veux. Enfin, voilà. Et elle s'est défendue. Elle a griffé le visage de ce gars-là et elle ne s'est pas laissée faire du tout. Et sauf que le lendemain, elle s'est dit qu'elle pouvait pas... elle voulait pas s'exposer de nouveau à ce danger-là toute sa vie. Et donc, elle a décidé d'aller à l'église de Plorette, demander au curé et aux bonnes sœurs de la prendre comme bonne sœur pour être protégée, en fait. Et sauf que comme elle n'avait pas de père, ils n'ont pas voulu. Parce que, voilà, c'était pas quelqu'un de bien. Donc elle s'est retrouvée en couvent toute sa vie. Elle a été enfermée dans un cloître, je sais plus où exactement en Bretagne, mais dans le centre-Bretagne. Et elle n'est jamais ressortie. Et en fait, ma grand-mère ou ses proches pouvaient aller la voir et lui parler à travers un grillage. Et en fait, moi, je ne l'ai pas connue, mais j'ai trouvé ça tellement violent de la part de la religion qu'en fait, je trouve délicat de ma part de porter cette histoire dans une église, dans une chapelle. Et c'est pour ça quand Annie, donc la mère de Florette, m'a proposé en 2021, donc on sortait du Covid, c'était les 200 ans de la naissance de Luzel, de participer à cet événement anniversaire, en me disant peut-être que tu pourrais jouer dans l'église. Je lui ai dit non. Je lui ai dit il faudrait qu'on trouve un autre endroit quand même. Et donc elle a trouvé cette grange dans une ferme où on était timé avec l'horaire de la traite. Et j'ai trouvé ça waouh, c'était génial. Et dans tes spectacles, des fois tu chantes et tu introduis des mots de breton aussi un peu. Oui. Et du coup, moi quand j'ai vu ton spectacle, c'était à Plorette, donc c'est un territoire où il y a encore pas mal de gens qui parlent breton, où au moins les expressions que tu introduis, de toute façon, elles sont mélangées au français au quotidien. Oui. Comme peut-être du créole, je sais pas, serait mélangé au français au quotidien. Mais si tu joues dans d'autres territoires, tu changes ton texte ou tu t'adaptes et tu te rends compte qu'il y a une réceptivité différente, ou comment ça se passe ? J'ai pas beaucoup joué hors territoire pour l'instant. C'est ça le grand drame. En fait, non, quand j'ai écrit Héritage, j'étais sur Nantes. Donc pour le coup, les premiers spectateurs que j'ai eus étaient nantais, ou pas nantais, mais en tout cas ils habitaient à Nantes. Et donc cet accent ou ces expressions, elles étaient étrangères pour eux. À part peut-être certains qui connaissent un peu le coin ou qui viennent plus dans ce coin-ci de la Bretagne et du coup ça leur parlait un peu. Mais sinon, non, il y en avait plein qui connaissaient pas. Et voilà, donc du coup les premiers spectateurs auxquels je me suis confrontée, c'était des gens qui étaient loin de ça. Mais en fait, je crois que de ce que j'ai entendu par d'autres spectateurs qui m'ont vu ici, mais sans connaître le territoire, sans connaître l'accent, mais qui sont venus rendre visite à des copains, et puis qui, se sont retrouvés dans ce spectacle par hasard ou quoi. Je pense à un gars qui m'avait parlé de ça, qui habite à Paris, qui n'a pas du tout d'origine bretonne, qui ne connaît pas du tout ni cet accent, ni cette culture. Il a été très très touché par Héritage, m'a-t-il dit, mais plus parce que ça parlait
voilà, des origines et qu'en fait, enfin des racines en fait. Et c'est plus ça qui le touchait. Et avant de créer Héritage, donc quand j'étais à Lausanne encore, en dernière année, on doit créer un solo. Ça achève un peu les 3 ans, qui, en gros, si tu veux, tu rends un mémoire et quand tu as rendu ton mémoire, tu crées un solo de 30 minutes. Et moi, je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans, parce que là, pour le coup, c'était très très inconfortable, mais bon, je l'ai fait. J'ai décidé de jouer un personnage qui rêvait d'être une sirène, et son drame, c'était qu'elle avait des jambes, quoi, grosso modo. Enfin, que du coup, de vouloir être dans un autre corps que le sien. Et qui du coup, j'étais habillée un peu, si tu veux, avec un legging bleu pétant, un petit t-shirt au-dessus du nombril. J'avais mis des cheveux très très longs, comme une grande tresse, tu vois, qui m'arrivait jusqu'au mollet. Et j'avais l'accent breton. Et voilà. Et en fait, je sais que quand j'avais... Enfin, l'accent breton, je dis, parce que j'avais pas vraiment pris... Enfin, c'est très bête, mais à ce moment-là, j'y tenais. Le point de départ de ce travail de mémoire et de solo, c'était une chanson qui s'appelle « Brest, c'est Byzance ». Et en gros, je m'étais mis dans la tête que je voulais trouver un lien entre Brest et Byzance, Istanbul. Et donc je suis partie jusqu'à Istanbul et après je suis allée à Brest et bref. Et donc pour moi, c'était important que ce soit l'accent brestois qui soit sur scène. Sauf que moi, l'accent brestois, je l'ai pas assez dans les oreilles pour bien le maîtriser. C'est marrant parce que maintenant, je trouve qu'on l'entend moins. Mais quand je prenais le train il y a 20 ans, Paris-Brest, l'accent vraiment le plus reconnaissable, c'est ceux qui allaient descendre à Morlaix, quoi. Ah ouais. Ceux qui étaient Roscoff, Saint-Paul-de-Léon. Bah, du coup, mes 2 premières années, c'était sur Brest. Et si, t'as quand même un accent à Brest, mais peut-être que ça vient des Léonard, justement. Enfin, peut-être que ça vient de ceux de Roscoff et compagnie qui ont vraiment un accent très fort. Mais t'as quand même puis des petites expressions, ça gaze ou quoi. Enfin, tu vois, les trucs typiquement brestois, enfin, qu'on entend ici aussi, tu me diras. Mais t'as une façon d'être, une façon de parler aux gens. Et du coup, l'accent qui va avec à Brest, qui est pas tout à fait pareil qu'ici dans le Trégor. Mais du coup, difficulté supplémentaire parce qu'on était à Lausanne et que du coup, j'ai écouté parce que j'étais loin, quoi. J'étais très loin de Brest. Je pouvais pas repartir m'immerger pendant 1 mois à Brest pour me foutre l'accent dans les oreilles et repartir faire ma création. Et du coup, j'écoutais des podcasts ou des émissions sur YouTube de Brestois qui parlaient avec l'accent brestois pour me le remettre dans les oreilles. Mais c'était un peu bancal mon histoire. Et je pense que j'aurais mieux fait de me baser sur l'accent trégorois qui est dans mes oreilles depuis toute petite et que là je peux partir à l'autre bout du monde, il restera là. Et j'ai pas besoin de le réécouter plus que ça. Mais bref, j'ai décidé de faire ça comme ça. Mais n'empêche que ce personnage existait à Lausanne et où j'ai eu beaucoup de retours sur mais qu'est-ce que c'est que cet accent, qu'est-ce que tu racontes, quoi. Enfin, mais ça sort d'où? Est-ce que tu avais construit tes phrases aussi différemment, en faisant des bretonismes, en disant, je sais pas moi, au lieu de dire je suis grand, dire grand je suis ou... Oui, voilà, ça il me semble que j'avais dû le faire. En tout cas, je sais que le texte que j'avais joué était complètement écrit. Et ça, j'avais dû le faire. Ouais, du coup, je mélange un peu, mais quand j'ai commencé à travailler sur le personnage de Séraphine plus tard, qui finalement est un dérivé de cette princesse, cette sirène, je veux dire, de Lausanne, là, je pense que elles ont un peu la même origine, ces 2 personnages-là, parce que déjà, il y a l'accent, cette envie de mettre cet accent en valeur, et puis il y a le côté comique aussi, très fort, puisque il y a le côté comique qui est vraiment présent. Mais bref, en tout cas, quand j'ai créé la première visite de Séraphine l'année dernière, là, j'avais tout écrit et j'avais fait vraiment en sorte que les tournures, elles soient présentes. Oui, marcher, tu feras, ou des trucs comme ça. Enfin, des trucs vraiment très... des bretonismes très forts qu'on entend pas mal encore ici. Ouais, ça, c'était nécessaire pour moi de l'écrire parce que j'avais trop peur de rater une marche, en fait. Tu vois, comme je parle pas naturellement avec cet accent, ou ces tournures de phrases, en fait, je me suis dit, si je pars en impro, j'ai peur de rater quelque chose et que du coup, pouf, l'accentuation ne tombe pas au bon endroit et que ça s'entende et que ça saute aux oreilles, quoi. Et donc, j'avais peur de ça. Je partais vraiment sur quelque chose d'inconnu pour moi sur cette visite que je voulais proposer. Et donc, j'avais tout écrit. Et maintenant, je commence à être un peu plus sereine parce qu'en fait, donc, je fais partie d'une compagnie depuis 2 ans et la compagnie avait été invitée par
l'université de Saint-Brieuc l'année dernière. Et en fait, ils m'ont invité, donc la compagnie m'a invité à venir avec eux pour la journée d'accueil des étudiants étrangers et ultramarins. Et au dernier moment, genre à 20h la veille au soir, la metteur en scène m'a proposé, m'a dit, mais tu veux pas venir, est-ce que Séraphine elle a envie de venir? Moi là-bas je devais venir comme ça, tu vois. J'ai fait ah non c'est vrai, oh là là. Et du coup j'ai débarqué sur le campus quoi, avec ma coiffe et puis mon costume de Séraphine, mon accent. Et puis j'ai débarqué à la bourre, j'étais arrivée un peu en avance, mais bon, pour genre à la bourre. Genre à la bourre, voilà. Je suis rentrée et puis ils avaient prévenu personne. Même pas celle qui organisait. Donc au début, quand j'ai voulu rentrer, elle m'a regardée avec des grands yeux, l'air de me dire non, mais c'est pas là. Et puis j'ai insisté en disant mais si, c'est ici la journée d'accueil des étrangers et des ultramarins. Et puis du coup, moi aussi, je veux leur dire bienvenue et voilà. Bon, bref. Et donc je me suis retrouvée avec tous ces jeunes qui venaient pour la plupart de différents pays d'Afrique aussi. Et donc avec cet accent. Et bref, pour leur dire ouais, bienvenue en fait, et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Et en fait, j'avais ramené pas mal de coiffes, donc j'en avais une sur ma tête et j'en avais 3 ou 4. T'as ramené des coiffes du Trégor à Saint-Brieuc? C'est ça. Et là, je me dis, mais mon Dieu, on est en train de faire un truc hyper spécialisé. Mais qu'est-ce que c'est le Trégor? Qu'est-ce que c'est le Léon? Alors là, oui, il n'y a pas que des bigoudins en fait. Mais normalement, Saint-Brieuc, c'est pas non plus le Trégor. Mais non, pas du tout. Mais je leur ai dit en arrivant que je venais pas de Saint-Brieuc, que je venais de Ploiré, que j'avais pris le train. Et donc, je leur ai montré ces différentes coiffes et j'ai proposé à des étudiants, en fait, s'ils avaient envie de les mettre sur leur tête eux aussi. Et donc, il y a deux jeunes garçons qui ont accepté, qui ont dit qu'ils avaient envie. Et donc, 2 jeunes garçons du Bénin, du Gabon, je crois, je sais plus, se sont retrouvés avec les coiffes de mon arrière-grand-mère qui était... Parce que c'est en tant qu'à faire, c'est des coiffes familiales aussi. Et ils avaient ces coiffes sur leur tête. Et c'était trop beau comme moment. C'était... Même pour les coiffes, je suis trop contente pour elles, en fait, qu'elles aient pu vivre un moment comme ça. Qu'elles vivent toujours, quoi. Ouais, qu'elles vivent toujours. Et puis qu'en fait, ça dépasse les frontières, que ça dépasse cette culture très très marquée, très locale. Pour moi, c'est trop important, en fait, qu'elle soit ouverte. Sinon, c'est pas la peine, c'est horrible même. Oui, sinon c'est du folklore, sinon ça meurt, et puis voilà, quoi. Et donc, en fait, en gros, si tu veux, de me retrouver à improviser Séraphine comme ça parmi des gens où j'avais rien écrit, rien prévu, il a fallu que je m'y mette. Et ensuite, en fait, comme ce personnage avait pas mal plu à l'université, il y avait plusieurs journées qui étaient organisées avec la compagnie. Et donc, en fait, la metteur en scène m'a dit, finalement, est-ce que tu veux venir aussi, et telle journée. Et donc, au total, j'ai dû y aller 3 ou 4 fois. C'est quoi le nom de la compagnie? La Baoakou. La compagnie La Baoakou, qui est sur Plestin-les-Grèves. Et eux, ils sont installés sur le territoire ici depuis 2008. Donc en gros, ils sont arrivés quand moi je suis partie, quoi, grosso modo. Mais en fait, je les ai rencontrés en 2022. Ils m'ont invité à venir. Ils organisaient une création éphémère dans la forêt à Bec-Douar, à Plestin. À la plage. Presque en fait, à côté de la plage, sur une résidence d'artistes qui est éphémère, où en gros, si tu veux, il y a une semaine de travail, plus ou moins, il y a quelques jours de travail, et puis en fait, au bout de quelques jours, on invite le public à venir, et on ne sait pas ce qu'on va leur montrer, et voilà, et le public sait qu'il ne sait pas ce qu'il va voir, et ça dure à peu près 2 heures, je pense, la soirée. Et donc, ils m'ont invité à faire partie de cette petite troupe d'artistes, parce que c'est vraiment toute discipline confondue. Il y avait une circassienne, une danseuse, des musiciens, puis voilà, comédiens. Et puis en fait, c'était trop bien. Ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer des artistes aussi du théâtre ici, parce que j'avais rencontré beaucoup de musiciens jusque-là, qui sont super. Mais bon, pour, tu vois, retrouver une dynamique de travail qui est plus proche de celle que je connais, et puis pour pouvoir partir sur de nouvelles choses. Et donc j'étais super contente de cette expérience. Et en fait, comme il y avait plein de projets que j'avais envie de lancer, du genre les visites de Séraphine, on commençait à mettre en place des ateliers ou des choses comme ça, et mine de rien, il me fallait une compagnie aussi. Et je trouvais trop dommage
chronophage ou bête ou je sais pas, de lancer ma propre compagnie. Et donc j'ai préféré d'abord demander aux compagnies qui existaient si ils voulaient bien m'héberger, grosso modo. Et donc j'ai demandé à la Bawaku en leur expliquant, j'ai pas mal de différents projets dans ma tête et j'ai besoin d'une compagnie pour pouvoir faire les demandes de subventions, de coproduction à droite à gauche. Est-ce que vous seriez d'accord de m'héberger? Donc au début c'était vraiment comme un portage salarial que je demandais et ils m'ont dit que eux, ça les intéressait davantage de m'accueillir en tant qu'artiste dans la compagnie plutôt que faire simplement du portage salarial. Et donc je me suis retrouvée intégrée dans la compagnie complètement. Ce qui est génial parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi on va dire du côté du revers de la médaille, enfin le côté administratif et pas mon côté quoi, pas un côté que je maîtrise pas ma tasse de thé là pour le coup, pas du tout, mais qui est hyper important à savoir manipuler quand même. Et puis en plus, ils ont 20 ans d'expérience de plus que moi, donc c'est génial parce que j'apprends d'avoir un autre regard avec l'expérience derrière, une autre façon de voir, des nouvelles idées, ça débloque des idées en fait d'être à 3 plutôt qu'à 1, c'est clair. Et notamment sur le gros projet qu'on a mené sur Ploirette, si j'avais été toute seule, ça aurait été une autre paire de manches. Là, c'était beaucoup plus confortable d'être entourée. C'est quoi les gros projets que tu as menés sur Ploirette? Waouh. Je sais, ça s'arrête un peu de façon abrupte. On essaye de créer des cliffhangers, comme on dit en bon français. Donc pour en savoir plus sur ce grand projet, je vous invite à écouter la partie numéro 2. Je vais essayer de revoir un petit peu l'organisation de mon Instagram pour vous rajouter en plus toutes les références qui sont citées dans les épisodes de ce podcast et de tous les podcasts précédents. Pour le moment, je ne mets pas en place les commentaires dans les interfaces Spotify, etc. car j'aurais du mal à gérer entre mon emploi et la création de ce podcast. Et pour un équilibre parfait, je préfère pour le moment fonctionner ainsi. Je vous invite donc à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, mais aussi si vous avez Instagram, à me suivre sur le profil Passion d'artiste et d'artisan et à me laisser vos commentaires positifs et constructifs et aimants si vous le pouvez. Très bonne fin de journée. Au revoir.